Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre de la justice sociale. Dans les vidéos précédentes, on a uniquement parlé des inégalités, leur nature, leur diversité, leur caractère cumulatif ainsi que leur évolution depuis le début du XXe siècle. Mais maintenant, il est temps de parler d'un idéal central dans les sociétés démocratiques, un objectif constamment recherché, l'égalité. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est? L'égalité est une valeur fondamentale des sociétés démocratiques qui représente un principe, un idéal selon lequel tous les individus doivent être traités de manière équivalente. On distingue trois formes principales d'égalité que l'on va développer. L'égalité des droits, l'égalité des situations ou des positions et l'égalité des chances. Déjà, présentons l'égalité des droits. C'est une situation qui garantit que tous les individus sont soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes droits fondamentaux. Cela signifie que ce qui est légalement possible pour un individu doit l'être également pour tous les autres, sans distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de statut économique. Cette forme d'égalité couvre plusieurs domaines. Les droits civils comme le droit au mariage, le respect de la vie privée et la liberté de religion, les droits politiques comme le droit de vote et la liberté d'expression, le droit d'accès aux services publics comme l'éducation et les soins de santé, garantissant que chaque citoyen peut bénéficier de ces services de manière égale, et les droits sociaux comme le droit syndical ou le droit de grève. Ainsi, l'égalité des droits permet une situation où chacun est traité équitablement par la loi. Ensuite, la deuxième forme d'égalité est celle des situations, aussi appelée égalité réelle ou des positions. C'est une situation où les individus possèdent de manière quasi égale des ressources économiques ou sociales, comme les revenus, le patrimoine, les diplômes, etc. Cette forme d'égalité vise donc à réduire les inégalités entre les individus. À savoir que l'égalité des situations est une perspective, un objectif à atteindre. Les débats se concentrent généralement sur les moyens de réduire les inégalités de situation en recherchant une égalisation des conditions d'existence matérielle, même si ce n'est pas une égalité parfaite. Par exemple, si on souhaite tous que les élèves sachent lire et écrire à la fin du CP ou qu'ils obtiennent le diplôme du baccalauréat, alors on vise l'égalité des situations. De la même façon, cette notion d'égalité se retrouve dans les services publics. Tout le monde doit avoir un accès égal à des services comme l'électricité ou la distribution de courrier, car même si tu habites dans un coin paumé, ton courrier sera livré. Enfin, la troisième forme d'égalité est celle des chances. C'est une situation selon laquelle tous les individus ont au départ la même probabilité d'accéder aux ressources et aux positions socialement valorisées, indépendamment de leur origine sociale, de leur sexe, de leur ethnie ou de tout autre facteur qui pourrait les désavantager ou les avantager. Cette égalité considère que la société comporte des positions sociales hiérarchisées, mais que les conditions de départ pour chaque individu doivent être équilibrées de manière à ne favoriser personne en raison de circonstances de naissance ou de privilèges hérités. Par exemple, les bourses aux critères sociaux. Elles visent à permettre aux étudiants de milieux moins aisés de poursuivre leurs études en réduisant le fardeau financier qui pourrait autrement limiter leur accès à l'éducation supérieure. Ces bourses cherchent ainsi à neutraliser les désavantages économiques et à permettre à tous les étudiants de concourir sur un pied d'égalité. L'objectif est de créer un terrain de jeu équitable où les individus peuvent concourir et réussir sur la base de leurs mérites, de leurs efforts et de leurs compétences personnelles. L'égalité des chances ne peut donc se comprendre que dans une société méritocratique. Les gagnants sont les meilleurs et tant pis pour ceux qui ont échoué. Les inégalités sont justes et légitimes. Par exemple, si on admet que les fils de cadres et les fils d'ouvriers aient autant de chances d'accéder aux classes préparatoires, l'égalité des chances est donc respectée, mais il n'en demeure pas moins que seule une petite partie des élèves de cette génération entrera en classe préparatoire, le nombre de places étant limité. Il y a alors une inégalité de situation. Mais dans cette optique, on considère que seuls les élèves les plus méritants devraient accéder aux classes préparatoires. L'égalité des chances peut donc coexister avec une grande inégalité de situation. Ainsi, l'égalité, qu'elle concerne les droits, les situations ou les chances, est une valeur centrale des pays démocratiques, c'est-à-dire un idéal collectif qui oriente les comportements. En effet, l'égalité dans les sociétés modernes n'est pas une égalité parfaite entre tous les individus. Certes, l'égalité juridique, politique est assurée, mais des inégalités économiques et sociales persistent et certaines s'accroissent. Se pose donc une question. Qu'est-ce qu'une société juste ? Déjà, cette question renvoie au concept de justice sociale. La justice sociale est un idéal visant à privilégier et à promouvoir l'égalité des droits, des chances et des situations en luttant contre les inégalités considérées comme injustes. Elle implique donc de définir ce que l'on considère comme une répartition juste des ressources dans une société. Il existe plusieurs conceptions de la justice sociale, chacune privilégiant une forme spécifique d'égalité. Toute théorie de la justice sociale doit donc répondre à la question l'égalité de quoi ? Car à chaque
conception de l'égalité correspond à une approche différente de la justice sociale. Dans le programme, on distingue 4 conceptions de la justice sociale qui définissent ce qui est considéré comme juste ou injuste. L'une d'elles est l'utilitarisme de Jeremy Bentham, celle qu'on va voir tout de suite. L'utilitarisme, fondé par le philosophe britannique Jeremy Bentham, est une conception de la justice sociale selon laquelle les actions doivent être jugées comme justes ou injustes en fonction de leur capacité à maximiser le bien-être collectif, c'est-à-dire le bonheur du plus grand nombre. Cette approche se concentre sur l'optimisation de l'utilité totale, où l'utilité correspond à la satisfaction ou au bonheur que les individus retirent de leurs actions ou de leur consommation de biens et de services. Le principe fondamental de l'utilitarisme est que la justice d'une société se mesure à son efficacité à produire du bien-être au plus grand nombre. Selon Bentham, une action est considérée comme juste si elle contribue à augmenter le bonheur global et injuste si elle produit le contraire. Cela implique que les politiques publiques doivent être évaluées selon leur capacité à générer la plus grande satisfaction générale. Ainsi, promouvoir l'égalité des droits est juste si et seulement si cela contribue à maximiser le bien-être du plus grand nombre. Par exemple, des politiques qui favorisent l'égalité des droits entre les hommes et les femmes sur le marché du travail sont considérées comme justes si elles augmentent le taux d'emploi des femmes. En effet, cela contribuerait à la croissance économique puisqu'on augmente le facteur travail et par conséquent à plus de richesse et à l'amélioration du bien-être collectif. De la même façon, dans la logique utilitariste, l'égalité des chances peut être défendue pour des raisons d'efficacité économique. En effet, si la société se limite à des talents provenant uniquement de certaines familles ou groupes aisés, elle se prive potentiellement des contributions de personnes talentueuses issues de milieux moins favorisés. Ainsi, l'égalité des chances est vue comme essentielle pour exploiter pleinement les talents et les capacités de tous les membres de la société, ce qui maximise l'utilité globale. Les politiques visant à démocratiser l'accès à l'éducation supérieure pour les enfants issus de milieux défavorisés, par exemple, sont justifiées dans cette perspective car elles permettent d'augmenter le stock de capital humain de la société, favorisant ainsi la croissance économique et améliorant le bien-être de tous. Enfin, l'égalité des situations peut être recherchée pour les utilitaristes uniquement si la réduction de ces inégalités a des conséquences positives sur le bien-être collectif. Ainsi, lutter contre les inégalités de situation peut être juste ou injuste. Prenons l'exemple de la redistribution verticale. Est-elle juste ou injuste pour les utilitaristes? Eh bien, d'un côté, opérer cette redistribution en taxant les plus fortunés pour aider les individus à plus faible revenu peut être juste. En effet, imagine que l'on prélève $1 million de la fortune d'Elon Musk pour redistribuer cette somme équitablement entre 10 personnes pauvres. Donc on leur donne $100 000 chacune. Dans cette situation, l'impact sur le bien-être d'Elon Musk serait probablement minime car un tel montant représente une petite fraction de sa richesse totale. En revanche, pour les 10 bénéficiaires, cette somme pourrait significativement améliorer leur qualité de vie, augmentant leur utilité personnelle. Ainsi, selon l'utilitarisme, tant que le bonheur gagné par les bénéficiaires de la redistribution, donc les 10 personnes, excède la perte subie par ceux qui sont taxés, ici Elon Musk, la redistribution est justifiée. Mais parallèlement, les utilitaristes pourraient dire que ce qui est juste, c'est une réduction du taux d'imposition pour les plus riches. En effet, un faible taux d'imposition sur les revenus élevés pourrait encourager les investissements et la consommation des plus fortunés, ce qui stimulerait l'économie en augmentant la productivité, la croissance et par conséquent le niveau de vie général. L'idée est que les retombées économiques de ces investissements bénéficieraient à l'ensemble de la société en créant plus d'emplois et en augmentant les salaires, y compris pour les couches les moins aisées de la population. Tu l'auras compris, pour les utilitaristes, toute recherche d'égalité, des droits, des situations, des chances peut être juste et justifiée tant qu'elle maximise le bien-être global. Une société juste est donc une société où l'on recherche le bonheur, le bien-être du plus grand nombre. Ensuite, la deuxième conception de la justice sociale est le libertarisme. Inspiré par les travaux de penseurs tels que John Locke et les économistes de l'école autrichienne comme Friedrich Hayek, le libertarisme est une conception de la justice sociale qui valorise avant tout la liberté individuelle et les droits de propriété. Dans une société libertarienne, chaque individu est vu comme un propriétaire d'abord de lui-même, sa vie, son corps, sa santé, et ensuite des biens qu'il a acquis légitimement. Cette vision défend l'idée que tout le monde possède des droits inaliénables et que l'État doit se limiter à garantir ses droits et la liberté individuelle sans interférer dans la vie privée des individus ni dans le mécanisme du marché libre. Le libertarisme affirme donc que la seule égalité nécessaire et juste est l'égalité des droits. De ce
ce point de vue, les inégalités économiques et sociales ne sont pas considérées comme injustes tant que deux conditions sont remplies. La première, c'est que les ressources utilisées pour générer de l'argent ou de la valeur doivent avoir été acquises légitimement. Les bénéfices résultant de la vente de biens volés sont donc interdits. Et la deuxième, c'est que l'argent doit être obtenu par des transactions volontaires et libres sur le marché ou par des dons volontaires des autres. Bon, abordons maintenant la question de l'égalité des chances dans cette conception. Dans le cadre du libertarisme, l'égalité des chances est perçue d'une manière spécifique. Elle est essentiellement vue comme un produit, un résultat de la liberté individuelle. Selon cette philosophie, chaque personne, en jouissant de ses droits de propriété et de sa liberté d'action, a la possibilité de poursuivre ses propres objectifs. Cependant, les libertariens soutiennent que toute tentative de l'État pour une égalité des chances artificielle, par exemple à travers la redistribution des richesses ou des interventions réglementaires, est fondamentalement injuste. Pourquoi? Car selon eux, de telles mesures portent atteinte aux droits fondamentaux des individus. Par exemple, l'attribution de bourses scolaires financées par des prélèvements fiscaux obligatoires, notamment par les citoyens les plus aisés, est vue comme une violation de leur droit à disposer librement de leurs revenus. Pour les libertariens, cette approche est injuste car elle contraint certaines personnes à supporter les coûts des avantages accordés à d'autres, enfreignant ainsi le principe de la liberté individuelle. Ainsi, pour les libertariens, la véritable égalité des chances est celle qui émerge naturellement lorsque l'État se limite à protéger les droits de propriété et la liberté individuelle sans chercher à l'imposer par des moyens qui restreignent la liberté d'autrui. L'égalité des chances n'est donc pas une fin à rechercher, mais plutôt le résultat indirect d'un système où les droits et les libertés de chaque personne sont respectés et protégés de manière égale. Et enfin, qu'en est-il pour l'égalité des situations? Eh ben, comme pour l'égalité des chances, dans la philosophie libertarienne, l'État n'est pas censé intervenir pour réduire les inégalités de situation, car cela irait à l'encontre des principes de propriété privée et de liberté individuelle qui sont fondamentaux pour les libertariens. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé et de ses revenus pour analyser avec une approche libertarienne ce qui est juste ou injuste. Pour cela, on va se poser deux questions. Les revenus du joueur sont-ils justes ou doit-on les taxer? Au terme d'une saison réussie avec le PSG, Kylian Mbappé gagne plus de 60 millions d'euros. Cette somme, bien supérieure à celle gagnée par la majorité des gens, pourrait sembler injuste à première vue. Cependant, du point de vue libertarien, la répartition de ces gains est justifiée car elle résulte de transactions volontaires. Les spectateurs choisissent librement d'acheter des billets pour voir jouer Mbappé et le club récompense le joueur en fonction des revenus générés. En fait, ici, l'approche libertarienne va surtout questionner la moralité de taxer les revenus de Mbappé pour financer des aides sociales. En effet, selon eux, une telle imposition, qui dérive des résultats de transactions volontaires, viole non seulement les droits de Mbappé en saisissant une partie de ses revenus, mais est aussi vue comme une forme de contrainte équivalente à du travail forcé. Car oui, si l'État peut réclamer une partie de mes revenus, il pourrait aussi théoriquement exiger une partie de mon temps, ce qui s'apparenterait à de l'esclavage selon les libertariens. Taxer les individus pour aider les autres est donc perçu comme injuste, car cela contraint les plus aisés à céder une partie des fruits de leur travail, mettant ainsi en cause leur droit de propriété sur eux-mêmes et sur leurs efforts. Les revenus de Mbappé, qui découlent de son mérite, de son talent et de sa chance, ne devraient donc pas être redistribués sous la contrainte de l'État. En fait, pour réduire les inégalités de revenus tout en respectant la propriété privée et les libertés individuelles, une société juste devrait plutôt encourager des mécanismes volontaires. De cette façon, l'égalisation des situations ne serait pas le résultat d'une intervention étatique contrainte, mais plutôt de choix personnels des individus les plus riches. Ainsi, dans une société respectueuse des principes libertariens, l'État ne devrait pas s'immiscer dans la gestion des inégalités de situation. Taxer les revenus de Mbappé ou de toute autre personne est considéré comme injuste, car cela implique une appropriation par l'État d'une partie de l'individu lui-même, ce qui est fondamentalement contraire au droit de propriété individuel. Donc tu l'auras compris, pour les libertariens, seule une société libre où l'on recherche l'égalité des droits est juste. Il est impossible de chercher l'égalité des chances et encore moins de situations, car ce serait injuste et violerait les droits fondamentaux et la liberté de chacun. Maintenant, continuons avec la troisième conception de la justice sociale, l'égalitarisme libéral. L'égalitarisme libéral, théorisé par le philosophe John Rawls en 1971, est une conception de la justice sociale selon laquelle une société juste est une société valorisant la liberté et l'égalité tout en tolérant les inégalités si elles améliorent la situation des plus défavorisés. Dans le cadre de l'égalitarisme
l'égalitarisme libéral, Rawls introduit la notion de biens premiers sociaux qui sont les ressources et libertés essentielles que chacun doit posséder pour participer pleinement à la vie sociale. Ces biens comprennent les libertés fondamentales comme la liberté d'expression, de pensée, politique et la propriété personnelle, l'accès aux positions sociales permettant à tous d'aspirer à divers rôles et responsabilités dans la société et les avantages socio-économiques tels que le revenu, la richesse et le pouvoir. À côté des biens premiers sociaux, Rawls parle également de biens naturels, qui sont les talents et capacités innées des individus. Il reconnaît que ces dotations naturelles sont distribuées de manière inégale et peuvent conduire à des inégalités dans l'accès aux biens premiers sociaux, ce qu'on a vu juste avant. La justice sociale, selon l'égalitarisme libéral, doit donc compenser cette inégalité naturelle par une distribution équitable des biens premiers sociaux. L'outil méthodologique central proposé par Rawls pour atteindre cette équité est le concept du voile d'ignorance. Ce principe stipule que lors de la détermination des règles fondamentales de la société, les décideurs doivent ignorer leur position sociale. Cela garantit que les règles établies ne favorisent personne en particulier et sont orientées vers le bien-être collectif. En effet, sous ce voile d'ignorance, Rawls affirme que les individus choisiraient trois principes fondamentaux pour structurer la société. Celui d'égale liberté, celui d'égalité des chances et le principe de différence. Ces principes doivent donc être garantis par les institutions et il est essentiel de comprendre comment chaque principe contribue spécifiquement à une société juste selon l'égalitarisme libéral. Commençons par développer le principe d'égale liberté qui constitue la première étape d'une société juste. Ce principe soutient que tous les individus doivent bénéficier des libertés fondamentales au niveau le plus élevé possible, tout en garantissant que ces libertés soient partagées également par tous. L'égale liberté englobe des droits tels que la liberté d'expression, la liberté de penser, les droits politiques et la liberté individuelle, y compris la propriété de soi. L'égalité des droits est primordiale car elle assure que chaque personne est traitée de manière juste et équitable par la loi et dans la société. Une véritable égalité des droits empêche la discrimination et favorise une participation égale dans les processus politiques et sociaux, ce qui est indispensable pour maintenir une démocratie fonctionnelle et juste. Sans égalité des droits, certains groupes pourraient être privés de leur liberté fondamentale, conduisant à une société fragmentée et injuste. Ensuite, passons au deuxième principe qu'il faut respecter dans l'élaboration d'une société juste et équitable, le principe d'égalité des chances. Ce principe repose sur l'idée qu'à talent égal, tout le monde doit avoir les mêmes possibilités d'accéder aux diverses positions sociales. Cette approche de l'égalité des chances reconnaît donc que les circonstances personnelles, comme naître dans une famille pauvre ou dans une zone défavorisée, ne devraient pas déterminer les résultats de la vie d'une personne. Cependant, l'application de ce principe est mise à mal à cause de deux problèmes. Déjà, elle doit faire face à une forte reproduction sociale, ce qui signifie que l'origine sociale joue sur la probabilité d'atteindre des positions plus élevées, puisque les avantages ou les handicaps économiques et sociaux sont transmis d'une génération à l'autre. Puis elle doit faire face à des situations de discrimination qui limitent l'accès équitable aux opportunités pour certains groupes. Face à ces obstacles, des politiques spécifiques sont nécessaires pour garantir l'égalité des chances. Des mesures comme la gratuité de l'enseignement public ou l'instauration de quotas pour les groupes sous-représentés dans les établissements d'enseignement supérieur sont des exemples d'efforts pour niveler le terrain de jeu. Pour l'égalitarisme libéral, une société juste est donc une société qui se préoccupe de réduire l'inégalité des chances, c'est-à-dire qui mène des politiques d'égalisation des chances afin que chacun puisse bénéficier de manière équitable de ses ressources et de ses opportunités. Enfin, le troisième et dernier principe qu'il faut respecter pour une société juste et équitable, c'est le principe de différence. Ce principe permet de comprendre l'approche de Rawls envers les inégalités économiques et sociales. En effet, selon lui, certaines inégalités sont justifiables, mais seulement si elles contribuent à améliorer la condition des individus les plus défavorisés de la société. Concrètement, Rawls ne prône pas l'élimination de toutes les inégalités. Il reconnaît que les inégalités sociales et naturelles sont une réalité incontournable. Cependant, il conteste l'idée que ces inégalités puissent être justifiées par le mérite individuel. Au lieu de cela, il soutient que les inégalités ne sont acceptables que si elles servent à améliorer le bien-être des moins bien lotis, sans compromettre les droits fondamentaux des plus favorisés et l'égalité des chances. Dans cette optique, la justice ou l'équité, selon Rawls, ne se mesure pas par l'absence d'inégalités, mais par la manière dont ces inégalités sont gérées par les institutions et les pouvoirs publics. Les inégalités doivent être traitées de manière à bénéficier collectivement à la société, en particulier
particulier à ceux qui en ont le plus besoin. L'application du principe de différence peut être illustrée à travers l'exemple de la fortune d'Elon Musk. La question que pose Rawls est de savoir si ces inégalités contribuent globalement aux bénéfices des plus défavorisés. Si, par exemple, la richesse d'Elon Musk est taxée à travers un impôt progressif qui finance l'accès aux soins de santé, à l'éducation et au bien-être des plus pauvres, alors ces inégalités seraient conformes au principe de différence et donc justes. De plus, si les activités générées par Elon Musk créent des emplois qui profitent aux chômeurs et aux plus pauvres, alors l'inégalité des revenus devient justifiable, juste selon ce principe. Rawls encourage donc le développement et l'exercice des talents à condition que les avantages économiques qu'ils génèrent profitent également aux segments les plus défavorisés de la société. Ainsi, pour Rawls, une société juste n'implique pas l'éradication des inégalités, mais plutôt une réflexion sur la manière dont ces inégalités peuvent être structurées et gérées afin de servir l'intérêt général et plus particulièrement celui des moins favorisés. Donc tu l'auras compris, pour la conception de l'égalitarisme libéral, seule une société qui repose sur les trois principes de justice hiérarchisés, celui d'égale liberté, d'égalité des chances et de différence, est une société juste. Donc les trois approches précédentes sont tolérantes par principe à l'égard de certaines inégalités économiques. C'est pourquoi la quatrième et dernière conception de la justice sociale que l'on va étudier, l'égalitarisme strict, s'inscrit en rupture avec la philosophie sous-tendue par ces trois conceptions qu'on a vues juste avant. L'égalitarisme strict est une conception de la justice sociale selon laquelle toutes les inégalités, qu'elles soient de nature économique, sociale ou autre, doivent être réduites au minimum ou éliminées. Cette conception a émergé car elle considérait que l'égalité des droits, développée au XVIIIe siècle, n'était que formelle et qu'appliquée à un système inégalitaire, elle permettait de légitimer et de reproduire les inégalités déjà en place. L'égalitarisme strict est donc une conception de la justice sociale qui privilégie l'égalité des situations, seule forme d'égalité qui permet réellement l'existence d'une société juste. Elle ne se contente pas de garantir les mêmes droits à tous les individus, mais vise à égaliser les conditions de vie en redistribuant les ressources et les opportunités. Cela inclut non seulement l'égalité des revenus et des patrimoines, mais aussi l'accès à des services essentiels comme l'éducation, la santé et la protection sociale. Par ces moyens, cette approche vise à améliorer la cohésion sociale et à renforcer l'égalité des chances, réduisant ainsi la hiérarchie sociale et économique. Pour atteindre ces objectifs, l'égalitarisme strict prône des mesures souvent radicales, telles que la collectivisation des moyens de production, une fiscalité fortement progressive et des politiques de redistribution horizontale et verticale. Par exemple, une redistribution horizontale assure que tous les individus, quel que soit leur statut économique, peuvent faire face aux aléas de la vie avec la même sécurité, tandis qu'une redistribution verticale vise à réduire les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. De la même façon, la mise en place de services non marchands, les services collectifs, permet aux individus de bénéficier d'un accès égal à certaines ressources économiques ou socialement valorisées, comme l'éducation qui propose que tous les enfants maîtrisent les compétences de base. Le sociologue François Dubé illustre cette idée en critiquant le principe de l'égalité des chances appliqué à l'école, qui produit des perdants négligés par la société. Selon lui, l'école ne devrait pas être un lieu de compétition pour les meilleures places, mais devrait garantir à tous les élèves une maîtrise égale des savoirs fondamentaux, laissant la sélection pour l'enseignement supérieur. Donc, tu l'auras compris, pour la conception de l'égalitarisme strict, il faut chercher à atteindre une égalité des situations, seule forme d'égalité qui permet réellement l'existence d'une société juste. Ainsi, en fonction du type d'égalité recherché, une mesure sera jugée juste ou non. La justice sociale est donc un idéal d'égalité qui sert de critère pour évaluer les situations existantes. Autrement dit, la justice sociale est assurée lorsque les individus bénéficient d'une égalité au sein de leur société, mais il est nécessaire de préciser à quel type d'égalité on se réfère. On distingue à cet égard trois formes d'égalité: l'égalité des droits, des chances et des situations. Et c'est pourquoi il existe plusieurs conceptions de la justice sociale, chacune articulant à sa manière ces trois dimensions de l'égalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura permis à mieux comprendre les trois formes d'égalité et les différentes conceptions de la justice sociale. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on verra quels instruments ont les pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale. À tout de suite.